Bienvenue dans ce podcast sur la formation réglementaire et les actualités juridiques liées aux IOBSP en 2025. On va explorer toute cette matière dense et technique qui structure notre profession, depuis la définition même de l'intermédiation jusqu'aux évolutions historiques et aux conditions d'accès comme l'immatriculation à l'ORIAS. Oui, c'est impressionnant, n'est-ce pas? Alors, on démarre par quoi? La définition légale et les actes constitutifs de l'intermédiation, non? Exactement. Les textes nous rappellent, qu'il y a 4 actes principaux: présenter, proposer, aider à la conclusion et effectuer tous travaux préparatoires. C'est comme une recette en plusieurs étapes pour qualifier une activité d'intermédiation. Mhm, c'est clair. Et ces actes, vu qu'ils doivent se faire de manière habituelle et contre une rémunération ou avantage, posent la base même du régime juridique pour l'IOBSP. Oui, c'est ça. Et puis, on distingue aussi 4 catégories d'intermédiaires d'après l'article R. 519.4, comme les courtiers, les mandataires exclusifs, les mandataires non exclusifs et les MIO-BSP, qui fonctionnent chacun selon un mandat précis. Il y a... Parlons un peu de ce mandat. On a cette distinction importante. Un courtier agit en mandat du client, tandis que d'autres, comme les mandataires exclusifs, ne proposent que les produits d'un seul établissement. C'est là que la transparence sur la rémunération entre honoraires et commissions se met en scène, non? Exactement. Et c'est plutôt intéressant parce que ça affecte directement le devoir de conseil. Le courtier, par exemple, doit rechercher le meilleur financing pour le client, alors que l'autre se limite aux produits de son mandat. Mhm. J'ai bien noté aussi qu'il y a une dimension historique. Avant même l'apparition officielle du statut IOBSP, il y avait déjà une réglementation du crédit avec la loi Scrivener et la loi Nyertz. C'est fascinant comment tout s'est construit. Oui, c'est comme construire une maison en ajoutant des fondations sur plusieurs décennies. Avec la loi Scrivener, on a établi dès les années 70 les bases pour protéger l'emprunteur, transparence sur le TEG, délai de réflexion, et puis après, la régulation s'est renforcée. Exactement. Et la création officielle du statut IOBSP en 2010, puis le décret de 2012, ont formalisé tout cela et fourni un cadre précis pour l'exercice de la profession. Oui, et ce cadre inclut actuellement à la fois les conditions d'accès et d'exercice. On parle ici de l'immatriculation à l'ORIAS, de la capacité professionnelle, de l'honorabilité, de l'assurance RC Pro et même de la garantie financière pour certains cas. Ah oui, cette question de l'immatriculation à l'ORIAS est cruciale. C'est le sésame administratif qui permet justement d'exercer en toute légalité, non? Exactement. L'ORIAS, créé en 2007, vérifie si toutes les conditions, dossier complet, attestation et puis paiement des frais annuels, sont en ordre. C'est vraiment un contrôle continu pour éviter tout exercice illégal. Mhm. Et le renouvellement annuel, c'est assez strict. Une radiation peut survenir immédiatement si le dossier n'est pas à jour, et ça peut avoir des conséquences vraiment lourdes pour l'activité. Absolument. On ne plaisante pas avec ça, c'est un élément fondamental de la protection des consommateurs et du système financier. D'ailleurs, parlons de la capacité professionnelle, qui repose soit sur un diplôme, soit sur une expérience professionnelle, ou encore sur une formation spécifique adaptée au niveau requis, et tout ça est soumis à une formation continue annuelle. Oui, c'est vraiment une exigence de maintien de la compétence. Mais, euh, n'est-ce pas parfois trop rigoureux pour certains professionnels? C'est une question pertinente. Certains pourraient dire que c'est un peu rigide, surtout pour ceux qui cumulent plusieurs casquettes. Mais en réalité, cette exigence vise surtout à garantir que l'intermédiaire est à la hauteur des enjeux du conseil et de la protection du client. Je comprends. Et l'honorabilité, c'est la condition morale, non? Pas avoir eu de condamnation ou de manquement grave. Exactement. C'est un gage de confiance. L'honorabilité, c'est ce qui garantit que la personne agira de façon éthique dans toutes ses interactions, notamment en matière de collecte de fonds ou de conseil en crédit. C'est intéressant de voir comment tout s'imbrique. La capacité, l'honorabilité, l'ORIAS, l'assurance RC Pro et la garantie financière. Chacun de ces aspects contribue à la crédibilité et à la professionnalisation des IOBSP. Oui. Et parlons aussi de l'assurance RC Pro.
Elle couvre les risques en cas d'erreur de conseil, d'omission ou de négligence. Les montants légaux minimums sont fixés pour protéger les clients en cas de litige. Effectivement, c'est un filet de sécurité essentiel. Mais il y a parfois, des discussions sur l'adéquation des montants, surtout pour les gros dossiers. Vous pensez que ces montants minimaux suffisent vraiment? C'est un point controversé. D'un côté, il représente le minimum légal. D'un autre, certains estiment que, face à des montants élevés dans certains crédits, ces garanties pourraient nécessiter d'être revues. Toutefois, la pratique veut que beaucoup choisissent des couvertures supérieures pour être prudents. Mhm. Oui, c'est logique, surtout dans un contexte de digitalisation et de montée des volumes de transactions. C'est vrai. Et puis, on aborde aussi la partie sur le devoir de conseil et de mise en garde, notamment la connaissance approfondie du client. Le KYC, c'est fondamental pour évaluer la situation du client et lui proposer une solution adaptée. Tout à fait. Le recueil des informations, identification, situation professionnelle, financière et patrimoniale permet de formuler un conseil personnalisé et de prévenir notamment le surendettement. Oui, et c'est là que le devoir de transparence entre en jeu. L'IOBSP doit, de manière claire, informer le client sur la nature de sa rémunération et sur le produit qu'il propose. La transparence aide à instaurer la confiance, non seulement avec le client, mais aussi avec les autorités de contrôle. Exactement, c'est un équilibre subtil. D'ailleurs, vous ne trouvez pas que le devoir de conseil peut parfois être, hum, trop contraignant pour certains mandataires qui, par leur statut, n'ont pas l'obligation de rechercher systématiquement la meilleure offre sur le marché? Je comprends ce point de vue, mais je dirais que c'est justement là la nuance entre un courtier et un mandataire. Le courtier, mandat du client, doit être exhaustif, alors que le mandataire, lié par un mandat de l'établissement, doit simplement s'assurer que le client est correctement informé sur le produit. C'est vrai, ça montre bien que la réglementation adapte le devoir de conseil en fonction du profil de l'intermédiaire et du client, qu'il soit averti ou non. Exactement. L'évolution législative, notamment avec la directive sur le crédit immobilier et la récente CCD2, met en lumière l'importance accrue d'une transparence totale sur la rémunération et d'un conseil de qualité. Ces directives renforcent la protection des consommateurs tout en incitant les professionnels à une veille constante sur leurs pratiques. Oui, et rappelons que la digitalisation pose de nouveaux défis. Par exemple, les outils en ligne qui aident au KYC ou à la comparaison des produits, ils nécessitent aussi d'être encadrés pour garantir la bonne transmission de l'information. Absolument. C'est comme une double lame. D'un côté, la digitalisation facilite l'accès à l'information et la collecte de données, mais d'un autre côté, elle impose une vigilance renforcée pour éviter des Il y erreurs ou a- des fraudes. Cela demande donc une adaptation constante des pratiques et une formation continue pour rester à jour, surtout avec l'obligation de FCO de 7 heures minimum pour les intervenants en crédit immobilier. Exactement. Et finalement, ceci illustre bien que la profession d'IOBSP en 2025 s'appuie sur une réglementation dense et évolutive, où le respect des principes de transparence, d'équité et de conseil personnalisé est indispensable pour protéger le client et assurer la pérennité de l'activité. En somme, c'est vraiment un système à la fois protecteur et exigeant, qui veille à renforcer l'expertise et la crédibilité des intervenants dans le secteur financier. Oui, et c'est pourquoi cette formation est essentielle pour tous les professionnels de l'intermédiation. Elle permet d'acquérir non seulement les connaissances techniques nécessaires, mais aussi une compréhension fine des enjeux éthiques et pratiques qui façonnent notre métier. Merci pour cet échange détaillé. C'est vraiment enrichissant de voir comment chaque élément, de l'immatriculation à l'exigence de transparence, concourt à créer un environnement sûr pour les clients et viable pour les professionnels. Exactement. J'espère que nos auditeurs apprécient cette plongée dans l'univers réglementaire des IOBSP et qu'elle leur permettra de mieux naviguer dans les défis de 2025. Oui, merci beaucoup. À la prochaine pour un nouvel échange passionnant sur les évolutions juridiques et les bonnes pratiques de notre secteur.